Allez, c'est parti. Bon, bah, on y va. Vous n'êtes pas nombreux, mais bon, c'est pas trop grave. Je m'y attendais un peu. On va donc corriger aujourd'hui le sujet 3. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on commence la correction? Pas de questions sur un sujet en particulier? Pas de questions? No question? Non, c'est bon? Ok. On saura normalement dans la journée si on reprend, quand on reprend, comment on reprend. Je pense que vous serez informé aussi de votre côté. Pour le moment, j'ai pas beaucoup d'infos, donc voilà. Si on reprend, bah, on fera des sujets, hein. Je sortirai des sujets de bac et puis je répondrai à vos questions si vous avez des choses en particulier, mais on fera faire que des sujets, quoi. Si on reprend et si je vous vois, je sais pas encore fait. Bon, bah du coup, on y va pour la correction. Personne n'a l'air d'avoir envie de se connecter, donc on y va. Alors, le sujet 3 est un peu plus long. J'avais mixé plusieurs sujets, donc on va commencer par cette partie-là. Donc là, on va parler justement d'échantillonnage. On n'avait pas fait d'exo encore sur l'échantillonnage, etc. Donc on vous dit voilà qu'un implant cochléaire, c'est un implant qu'on met dans lorsqu'on est sourd, enfin quand on a des problèmes d'audition, parce que si on est vraiment sourd, ça sert à rien. Il transforme des sons en signaux électriques, on vit directement au nerf auditif grâce à des électrodes posées chirurgicalement, pardon. Donc même quand vous êtes pas. Si vous êtes vraiment sourd, il y a différentes sortes de surdité. L'intérêt de ce truc-là, c'est que si votre tympan fonctionne et que c'est le lien entre les deux qui fonctionne pas, on peut réparer ce lien avec ça. Mais si quelqu'un a des problèmes vraiment d'audition au niveau du cerveau, etc., là, on ne pourra pas y faire grand-chose. C'est ça que je voulais dire quand tu disais que quelqu'un qui dépend de la surdité. En bref. Oui, pardon, bien vu, oui. C'est une bonne chose que tu me le dises, j'avais pas fait attention. Voilà, c'est bon. Pardon. Voilà. C'est bon, tout le monde là, normalement? Ouais, c'est bon. On va mettre ça là. Allez, c'est parti. Alors je disais donc, oui, donc voici l'implant. Donc là, en fait, un implant, voilà, ça, on envoie un signal à l'implant, donc c'est le truc qui est en gris clair là. Et l'implant, lui, il va le numériser avant d'envoyer ce signal en numérique à un système électronique. Alors, on vous demande déjà, première question, déterminer la valeur de la fréquence F du son capté. Donc le son capté, c'est bien le signal analogique qu'on envoie. Et on vous dit qu'ici, on a affaire à On vous dit que c'est bien ici une période élémentaire, un motif élémentaire. Donc c'est-à-dire que la distance entre là et là, c'est un motif élémentaire. C'est donc la période T. Donc la période T, on fait le calcul, on regarde, on n'a même pas besoin de faire de calcul, on vous dit directement, c'est fait, attention, c'est en millisecondes, et on avait 1,5. Donc T, ça fait 1,5 millisecondes. Donc première question, on va calculer la fréquence, bah, c'est 1 sur T, attention, en secondes. On fait le calcul, on fait R, attention, donc là ça fait 1 sur 1,5 fois 10 puissance moins 3. 1,5 10.3 et on va trouver un 667 Hz en arrondissant. D'accord? Donc ça, c'est la fréquence du son émis, reçu, pardon, enfin du son qui arrive à l'oreille, qu'on a émis, et que l'oreille reçoit. Ensuite, lui, le capteur, il va le déterminer, il va l'échantillonner. Pour l'échantillonner, en fait, il va découper en petits morceaux. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. En petits morceaux horizontaux et en petits morceaux verticaux. Donc ici, horizontalement, il va le découper en petits bouts. Et on vous demande quelle est la période d'échantillonnage, c'est-à-dire le temps entre deux valeurs prises. Bon, en fait, le temps d'échantillonnage, il est là. C'est ce petit temps-là. On l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, etc. Donc le T échantillonnage, il vaut 0,1 milliseconde. Il justifie que la valeur de la fréquence d'échantillonnage est égale à 10 000 Hz. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. La fréquence d'échantillonnage, c'est 1 sur TE, et 1 sur 0,1 fois 10 puissance moins 3, on trouve bien 10 000 Hz. Ça va jusque-là, rien de compliqué. Alors là, pour le coup, on est bon en échantillonnage parce que, je vous avais dit, il faut au moins avoir le double de la fréquence. Donc là, 667 fois 2, on a 1330, donc on est large.
10 000 Hz. Après 10 000 Hz, pour un échantillonnage de musique, vu que je vous rappelle qu'on est capable d'entendre jusqu'à 20 000 Hz maximum, en fait, c'est limite. C'est vraiment pas terrible. Si je vous encode une musique en MP3, que je mets un échantillonnage de 10 000 Hz, vous allez clairement entendre la différence, le son va être un peu crado. D'accord? Le mieux, c'est d'échantillonner. D'habitude, on échantillonne à 44 000 Hz, 44 kHz. Le MP3 classique que vous utilisez, c'est du 44 kHz. Pourquoi 44? Parce qu'on dit au maximum 20 000, on est capable d'entendre. On multiplie par 2, ça fait 40 000. Et puis souvent, on met 10% de marge. Donc plus 10% de marge, on arrive bien à 44 000 Hz. Et là, c'est ça qu'on utilise pour quasiment toutes les musiques actuellement. D'accord? On échantillonne en 44 000 Hz. Voilà. Alors, maintenant, question 2A. On vous demande, sachant qu'une codification sur n bits permet 2 puissance n niveaux numériques, indiquant, justifiant pourquoi ici n égale 3. Bah, si on regarde, oula, c'est ça que je voulais faire. Voilà, 2A. Si on regarde ici, on a, en termes de niveau, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors, en comptant le 0, ça fait les possibilités. On a une possibilité là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 7 intervalles, mais on a 8 possibilités de valeurs, allant de 0 à, on ne sait pas combien, imaginons 8 volts. D'accord? Je pense que c'est pas 8 volts, parce que c'est beaucoup plus faible que ça. Mais voilà, on va mettre 8000 volts si vous voulez, on s'en fout. C'est pas important. La valeur, c'est qu'il y a 8 niveaux. Donc, on a bien 8 niveaux possibles ici. Et ni 8 niveaux possibles, c'est bien égal à 2 puissance 3. Donc on retrouve bien les 8 niveaux. Donc on est bien n égale 3. Ok? Alors maintenant on vous dit si la taille L en octets du fichier 2 donné par la formule, alors là, limite ils auraient pu ne pas vous la donner, hein. C'est pas bien compliqué. La taille d'un fichier, alors c'est 2B, c'est le nombre de bits qu'on encode. Donc là, par exemple, le nombre de bits qu'on va encoder, c'est n, c'est le nombre de bits qu'on va encoder, mais on va aussi le diviser par 8. Pourquoi par 8? Parce qu'on veut le mettre en octets. D'accord? Donc là, on a une quantification en bits, donc on a 8 bits possibles, divisé par 8, donc ça fera en fait ça fait un octet. Donc c'est-à-dire que chaque valeur sera encodée sur un octet. D'accord? On va multiplier par le temps. Donc le temps, c'est combien de temps dure le son en tout. Et on va aussi multiplier par la fréquence d'échantillonnage, parce qu'à chaque fois qu'on échantillonne, on a une valeur. On a une valeur ici, une valeur ici, une valeur ici, une valeur ici, etc. Donc pour chaque échantillonnage, on va avoir, à chaque TE, on va avoir une valeur. Cette valeur, elle va être encodée en octets, d'accord? Donc on va prendre le nombre de possibilités qu'on avait divisé par 8, pour mettre en octets, fois delta T. Donc là, on vous dit, on vous demande en 10 heures combien on va enregistrer. Bah, c'est pas bien compliqué, l'échantillonnage, ça va être 10 000, fois, ici la quantification en bits, c'est bien 8 bits divisé par 8, donc ça fera bien un octet, d'accord? Là, ils sont un petit peu... Ouais, enfin, oui. Ouais, j'aurais pas mis... Donc, on a bien 8 bits. Alors là, le problème, c'est que... ils ont été un peu cons de mettre n bits ici, puis le n ici. Voilà, c'est... Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. On fait des paliers. Et, du coup, fois delta t. Et delta t, c'est la durée en secondes. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, mais normalement, c'est le nombre de paliers qu'on va mettre, le nombre de valeurs. Quand je relis sur n bits, il est pas clair leur sujet, attendez. Quand je l'avais fait, c'était plus simple, ça me paraissait plus clair, mais là, je m'auto-embrouille. Attendez, sachant que les notifications sont... Donc là, si on a 3 bits... Non, bah c'est 3, c'est 3. Je m'occupe des bêtises, c'est 3. Là, comme ils l'ont présenté, c'est 3. D'accord? Donc là, on cherche pas plus loin. C'est bien 3 bits. Donc là, c'est bien... oui, 3 bits. Et donc, on aura 2 puissance 3 paliers numériques. Bon, c'est pas grave. Donc, ça fait 3... On fait effectivement 3 huitièmes pour le mettre en octet, ça change rien, ça. Divisé fois le temps c'est en secondes. Donc là, c'est 10 heures. Donc 10 heures, c'est 10 fois 3600 secondes. D'accord? On est bon.
On fait le calcul, ça fait 10 000. Ouais, alors on va voir si ça donne, si on trouve ça. 1,35 10 puissance 8, donc normalement, donc 10 000 fois 3 huitièmes fois 10 fois 3600. Ouais, c'est ça. Donc 1,35 10 puissance 8. 10 puissance 8. Et c'est, donc ça, c'est des octets. On n'est pas en bits, on est en octets parce qu'on a divisé par 8. D'accord? Alors si on veut le mettre en mégaoctets, il faut diviser par 1024. Et bon, on l'a pas fait, ça fait 130 mégaoctets. D'accord? Ça fait environ 130 MO pour 10 heures. Question là-dessus? C'est bon? Donc cherchez trop compliqué avec les paliers, mais en fait, voilà, utilisez ce qu'on vous dit dans le sujet, il n'y a pas de souci. Bon, sachant que l'année prochaine, on ne sait pas vraiment si ça peut retomber des exos comme ça. Bon, bref, c'est pas perdu. Question là-dessus, on continue? Allez, j'enchaîne. Alors, page 2, deuxième sujet. Donc là, on va parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé non plus, la température moyenne de surface. Ça fait pas de mal à ceux qui font spé physique. Donc là, c'est la loi, pardon, c'est la loi de Wien. Alors, on y va. Donc, on vous dit que le soleil, la Terre reçoit l'essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie conditionne sa température de surface. C'est le phénomène physique à l'origine de l'énergie dégagée par le Soleil. Donc, dans le Soleil, il y a une réaction de fusion thermonucléaire. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie émise par le Soleil. Question 2. Calculer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie, sachant que la puissance rayonnée par le Soleil est égale à 3,9 puissance 26. Donc P égale à 3,9 fois 10 puissance 26 watts. Et l'énergie, je vous rappelle, c'est la puissance fois le temps. Et donc l'énergie, on vous dit, oui, c'est la puissance fois le temps, mais l'énergie, c'est aussi égal à MC2. D'accord? On vous demande chaque seconde. Donc en gros, l'énergie en une seconde, c'est égal à la puissance. D'accord? Parce que c'est P fois 1. Donc en gros, on va chercher combien l'énergie qu'on récupère, c'est 3,9 fois 10 puissance 26 joules cette fois, c'est égal à MC2. Et C, on le connaît, on vient de vous le dire, c'est 3 10 puissance 8. Il ne faut pas oublier le carré. Et du coup, on en conclut que la masse, c'est 3,9 10 puissance 26 sur 3 10 puissance 8 au carré. Et on trouve 3,9 10 puissance 26 divisé par 3 10 puissance 8 au carré. N'oubliez pas les parenthèses, parce que ça dépend des calculatrices, mais bon, faut se méfier. Et on trouve 4,3 la fonction. 4,3 10 puissance 9, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, en fait, la puissance, concrètement, la puissance, c'est combien d'énergie est libérée en une seconde. Ça correspond à ça, la puissance, parce que la puissance, en fait, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, si on est en une seconde, effectivement, l'énergie, c'est comme la puissance, sauf que l'unité change, pour le coup. Donc, ça fait du 4,3 10 puissance 9, et ça, c'est des kilogrammes. D'accord? Donc, on perd des milliards de tonnes chaque seconde. Bon, ça, on l'avait déjà fait en cours plusieurs fois. C'est la question bateau qui sort tout le temps. Alors, on continue. Question 3. L'étude du spectre du rayonnement émis par le Soleil que l'on peut modéliser comme le spectre du corps noir permet de déterminer la température de la surface du Soleil. Bon, rapidement. La loi de Wien, je vous rappelle que plus vous faites chauffer un objet, par exemple du charbon, plus vous faites chauffer, plus il va tirer vers le bleu. Au début, il va être un petit peu rougeâtre, après il va commencer à devenir plus orangé, de plus en plus fort, etc. Donc plus on fait chauffer un objet, plus il va émettre une longueur d'onde courte, c'est-à-dire une longueur d'onde qui tire vers le bleu, plus l'émission va être importante. C'est bien ce qu'on observe là. On voit bien que plus un objet est chaud, plus on va émettre fort, et plus vers la gauche, d'accord? Donc en gros, plus vous allez émettre vers là, plus vous chauffez. Et plus ça va être froid, plus vous allez vous déplacer vers là-bas. D'accord?
Donc du coup, là, dans notre exercice, on vous dit, il vous demande première question, nanana. Donc là, on vous respecte le spectre d'émission bateau, et ça, c'est celui du Soleil. Et la question, elle est donnée où? Je sais plus, après, je crois. Je sais plus si elle y est après. Voilà. La lettre du document répond aux questions suivantes. Déterminer les longueurs d'onde correspondant au maximum d'émission pour les températures de 4000, 5000 et 6000. Décrire qualitativement l'évolution de la longueur d'onde au maximum d'émission en fonction de la température du corps. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On dit quoi? 4000, 5000 et 6000. Donc comment vous faites? Vous prenez un trait, hein. Vous mettez à 4000, vous cherchez le maximum. Il est là. Et vous cherchez la longueur d'onde. Elle est là. C'est pour 4000. Pour 5000, vous faites pareil, vous cherchez le maximum. Vous faites ça graphiquement, vous le tracez sur votre graphique. Comme ça, le correcteur, il sait que vous l'avez trouvé. Et là, on se rend compte que plus on est chaud, plus on se déplace vers la gauche, vers là-bas, d'accord? Pardon, je ferai après. Et plus l'intensité va être importante. Donc concrètement, ce qu'il faut dire, c'est que plus l'objet est chaud, plus la longueur d'onde émise va être courte, et plus l'objet est chaud, plus l'intensité lumineuse émise est grande aussi. Donc les deux réunis, ça fait décaler. Plus vous chauffez, ça fait décaler vers là. Et plus vous refroidissez, ça fait décaler vers là. La loi de Wien. Et la loi de Wien, en fait, ça relie tous les maxima. Donc la loi de Wien, si vous la tracez, ça fait une droite qui fait ça comme ça normalement. À peu près. D'accord? Voilà. Ça, c'était la question. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Question suivante. Alors, justifier à partir de la valeur de la longueur d'onde d'émission du spectre solaire que la température du Soleil est comprise entre 5500 et 6000 Kelvin. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça? On va repartir sur le graphique. Et on va regarder au niveau du Soleil quel est son maximum. Le maximum du Soleil, il est ici. D'accord? Et donc, vous allez chercher la valeur maximale en bas. Et là, on lit 500 nanomètres. Et donc, maintenant, on remonte sur mon graphique du dessus. Regardez, est-ce qu'on n'aurait pas un truc qui est à peu près à 500 nanomètres? Donc, je vais effacer un peu ça pour simplifier, pour qu'on voit un peu mieux. Là, comme elle est là. Voilà. On va prendre du rouge et on va regarder à peu près 500. 500, on se met à 500 ici. On voit que le maximum, c'est entre 5005 et 6000. Parce que 5005, on est après le maximum. D'accord? 5005, on est un tout petit peu après. Et 6000, on est un tout petit peu avant. Donc finalement, on est entre 5005 et 6000 Kelvin. Pour rappel, hein, le Kelvin, vous vous rappelez ce que c'est? Une température en Kelvin. Alors on va le noter en Kelvin, comme ça. C'est la température en Celsius plus 273,15. Je vous rappelle que le 0 Kelvin, c'est le plus froid qu'on puisse avoir dans l'univers, plus rien ne bouge. Et le 0 Kelvin, c'est égal à moins 273,15 degrés Celsius. Bon, ça, c'était juste pour vous rappeler. Alors, on vous dit, donc là, 5005 et 6000, on vient de le faire. Donc là, il faudra l'écrire. Hein. La température de surface du Soleil peut être déterminée plus précisément à partir de la loi de Wien. En fait, la loi de Wien, je vous ai dit, c'est la courbe qui relie tous les maxima, pardon. Et ces maxima, on peut les, comment dire, les tracer avec une droite. Et ces droites, ce serait, enfin une courbe, pardon, ce serait la loi de Wien. Et la loi de Wien, la formule, c'est lambda max égale K sur T. Et là, ils vous donnent tout. Et donc là, ils vous disent, on a la longueur d'onde maximale, on a T, enfin on cherche T, pardon, et donc on va chercher combien vaut T connaissant ça. Donc on y va, c'est parti. Donc on a la formule la loi de Wien. Bon, moi je vous l'avais donné, je crois que je vous l'avais demandé d'apprendre, je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous voyez qu'on vous la donne. Sur T. Alors, nous, A, c'est toujours le même chiffre, et nous on cherche ça. Et lambda max, on le connaît, c'est 500, mais attention, il y a un piège, il faut le mettre en nanomètres. Comme c'est des nanomètres, il faut mettre 10 puissance moins 9. Attention. Et donc on y va. Donc T, c'est K sur lambda max. Donc c'est 2,898 fois 10 puissance moins 3 sur 500 fois 10 puissance moins 9. Et on va trouver une température de l'or, normalement à peu près... on va essayer plus vite avec Lucie. 5796, merci Lucie.
Donc 5796 K, c'est des Kelvin. Donc pour le mettre en degrés, il faudra enlever 273. Donc en gros, il fait 5500 degrés. La surface du Soleil, hein. On est bien d'accord. C'est la surface du Soleil. Il fait bien, bien plus chaud que ça au centre du Soleil. C'est pas mal, hein, 5000 Kelvin, mais on est encore loin du centre du Soleil. Voilà. Donc vous voyez que là, on vous a déterminé graphiquement, vous avez fait déterminer graphiquement, grâce à la question là, 35 005 et 6000. Là, ils vont faire par calcul. Donc vous voyez tout de suite que vous regardez si ça colle. Si ça colle pas, c'est qu'il y a un problème. Ça doit forcément coller. Le problème, c'est très souvent que vous oubliez ici, le 10 puissance moins 9. Ou alors que vous plantez avec les parenthèses là, en tapant sur la calculatrice. Voilà, c'est les erreurs, pardon, que vous pouvez faire assez fréquemment. Alors, on continue. Plusieurs millions, on n'a pas le détail, on ne sait pas vraiment à 100% combien c'est, mais c'est à plusieurs millions de degrés. Alors, c'est pas évident d'aller voir ce qui se passe parce que le bord du soleil nous perturbe en fait. Alors, le graphite et le diamant sont deux minéraux qui possèdent la même composition chimique. Ils sont tous les deux composés exclusivement de carbone. En fait, en gros, vos mines de crayon, ce qu'on vous explique que les mines de crayon c'est du carbone, et ben, votre mine de crayon ou le diamant qui vaut la peau des fesses, c'est la même matière, effectivement. Juste que l'arrangement n'est pas le même. Donc le graphite, lui, il est opaque, friable, avec une conductivité électrique élevée. Et le diamant, lui, il est transparent et dur, et c'est un isolant électrique. Alors, la structure cristalline du diamant. Ne sachant pas quel type de réseau cristallin appartient au diamant, on fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une structure cubique à face centrée, et que les atomes de carbone sont des sphères tangentes. Alors on y va. Ne sachant pas quel type de réseau, donc représenté en perspective cavalière, le cube modélisant une malle élémentaire de cubique à face centrée. Donc cubique à face centrée, je vous rappelle, alors on va essayer de faire des cubes. Plus qu'il y a le carré là-dessus. Il n'y a pas le carré là-dessus? Non. Ils n'ont pas fait le carré? Attendez, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah non, d'accord, ça va pas le faire. Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Ouais, si je fais triangle, là c'est triangle. Ah, c'est carré il y a. Ah, j'ai eu peur. Donc on va faire un carré, un autre carré, d'accord? On va les relier entre eux. Ici, on va avoir notre structure cubique. Bon, qui est pas trop cubique, bon, ça va. Je connu pire. Voilà. Tac. Notre structure cubique. Tac. Et on va mettre nos atomes. Donc là, on est en cubique face centrée. Donc on va avoir. Oula. Pardon. Ici, une ici. On va faire autrement. Je vais le sélectionner pour faire des copier-coller. Voilà. Donc on va en avoir un ici. Reste là, toi. Donc là, on en a un à chaque face, à chaque coin, pardon. Donc on en a 8 sur chacun des coins, puisqu'on a. Tac, tac. Ouais, je savais que ça allait faire ça. Et puis on en a un derrière là-bas. Voilà. Derrière. Et puis on va en avoir un au centre de chaque face. Alors, je vais essayer de le faire en rouge, s'il veut bien. Mais il veut pas. Je vais le mettre ici en voilà. Bon, c'est pas grave. On va leur copier. Donc on va en avoir un qui va être au centre de la face là. Alors vous voyez que c'est un peu le bordel, hein, à faire graphiquement proprement. Il y en a un au centre ici. Attendez, c'est bien cubique centré ou cubique face centrée? Ouais, j'ai eu un doute. Là, on met celui-là au fond. On met celui-là devant. Puis il manque celui du fond. Donc c'est un bon gros bordel. Mais bon, si vous le faites proprement sur votre courbe, sur votre droite, vous cachez ceux qui sont derrière, etc. D'accord? Là, c'est pas évident à faire avec le logiciel là. Alors, ensuite, on vous dit représenter. Ah, pourquoi il part plus lui? Ne sachant pas qu'est un arbre, représenter une phase de ce cube et justifier que le rayon R des sphères modélisant les atomes de carbone et l'arête A du cube sont liés par la relation A égale, etc., etc., etc. On va effacer tout ça. On y va. Donc là, on fait un carré pour représenter une arête du cube. Enfin, une face du cube. Sur ce cube ici, on va avoir trois sphères. On va avoir des sphères qui vont. Enfin, dans la diagonale, on a trois. D'accord? Celle-ci.
celle-ci, et au centre, vous en avez une. Et en réalité, bah, les trois vont se toucher. Parce que ce sera là que ce sera le plus court. Est-ce que je peux leur... Non, je peux pas. Je vais refaire un carré pour que ce soit plus juste. Si je le fais comme ça, est-ce que ça va le faire? Ouais, à peu près. Bon, ça va à peu près. D'accord? Ah, bon, c'est pas évident. Ah non, je veux le cercle, moi. Oh, il veut pas. Bon, vous avez compris. Donc ici, on va avoir le cercle là, on va le retrouver en bas, sur la face du cube. Et là, on va l'avoir ici. Et donc forcément, votre diagonale ici, il vaut... Là, alors le côté, alors je vais mettre en rouge. Le côté là, il vaut A. D'accord? Et de ce côté, ça vaut, on vous dit, le rayon de la sphère, il vaut petit r. Je vais reprendre les stylos. Ça vaut petit r. Et ça vaut en rouge. D'accord? Alors, c'est pas compliqué, hein. Ici, la diagonale, du coup, on voit que dans la diagonale, on a 4 fois le rayon. 1, 2, 3, 4. Donc, dans la diagonale, on a 4 fois le rayon. Sauf que la diagonale, elle vaut pas A, elle vaut racine. Alors, on va faire Pythagore, hein. A au carré plus A au carré. Si je fais le côté là au carré plus le côté là au carré, j'ai la diagonale au carré. La diag au carré. Alors, je note diag au carré. Et du coup, ici, on va avoir 2A carré est égal à la diag au carré. Et la diag au carré, on vous a dit, elle vaut 4R. D'accord? Donc, on se retrouve avec ici, on prend le carré, d'accord? Donc, ça fait, tac, 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 on en est où là? Oui, 2A carré. Donc, ici, on a 2A carré est égal à 16R carré. Ensuite, nous, on veut R. Donc, on va déjà balancer le 16 de l'autre côté. Donc, on va se retrouver avec A au carré sur 8 est égal à R au carré. Et ensuite, on fait la racine carrée des deux côtés. Donc, on a racine carrée de A au carré sur 8 est égal à R. Et donc, ça fait... je continue ici, hein, d'accord? Il y a moyen de faire plus simple, hein. Donc, tu as fait A sur racine de 8 est égal à R. Et racine de 8, pour rappel, c'est... alors, racine de 8, pardon, c'est 2 racines de 2. Parce que racine de 4 fois 2 égale R. Alors, j'y vais lentement, hein. Donc, ça fait du... Alors, je vais effacer un petit peu ce truc-là. Voilà, comme ça, on continuera là. De toute façon, c'est enregistré, hein. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ceux qui n'ont pas fini, regardez tranquillement à la maison, ce que vous ne ferez pas, puisque personne ne regarde rien. A sur 2 racines de 2 est égal à R. Sauf qu'on n'aime pas en physique avoir des racines en dessous, en maths non plus. Donc je multiplie au-dessus et en dessous par racine carrée. Je le mets en bleu, je multiplie par racine de 2 au-dessus et en dessous. Ça, c'est une habitude qu'on a pris. C'est pas faux en soi, hein. Mais là, si on veut retrouver le truc là, on n'a pas le choix. Donc ici, racine de 2 fois racine de 2, on va trouver 2. Donc on se retrouve avec du 2 fois 2 en bas, donc ça fait du A, racine de 2, sur 4 est égal à petit r. Et on retrouve la formule qu'ils veulent. Ouais, des questions? Pas de questions? Très bien. Je sais que ça va, Lucie, mais c'est les autres. Certains autres qui ont peut-être plus de mal. Allez, on continue. Alors maintenant, on vous dit calculer la compacité d'une structure cristalline cubique à face centrée. Volume effectivement occupé par les atomes d'une maille divisé par le volume de la maille. La clarté de l'explication du calcul sera prise en compte. Donc là, c'est une question qui est très difficile. Et c'est pour ça qu'ils vous disent voilà qu'il faut faire. Donc ici, on vous dit, alors je vais le décaler un petit peu, on peut calculer la compacité. Donc, pour rappel, la compacité, on vous a dit, on vous le rappelle, c'est le volume effectivement occupé par le volume de la maille. Donc c'est le volume des atomes sur le volume de la maille. D'accord? Le truc qui est difficile là, c'est qu'il faut qu'on sache combien il y a d'atomes dans la maille en moyenne. Vous vous rappelez, donc il faut déjà, première chose, premièrement, c'est calculer le nombre d'atomes
la maille? Donc là, c'est une grosse question, hein. Donc le nombre d'atomes dans la maille, on a 8 dans chaque coin, mais chacun des 8 pour... il y a 8 cubes. Il y a 4 cubes au-dessus, 4 cubes en dessous. Donc ça fait 8 fois un huitième. Plus il y a 6 faces, et chacune des faces contient un atome qui est partagé par 2 cubes, parce que l'atome il est coupé en deux. Donc on a 6 fois 1 demi. Donc ça fait 1 plus 3, et ça fait 4 atomes par maille. Donc on sait maintenant, alors je vais faire ces trucs-là, on peut calculer du coup le volume des atomes. Le volume des atomes, ça va être 4 fois, et là c'est la formule 4 tiers de pi fois le rayon carré, cube pardon, c'est le volume. Donc là c'est le volume d'une sphère. Oui. Alors du coup, une fois qu'on a ça, je trouve que le R, on vient de le remplacer, donc on va utiliser la formule là. Donc ça fait du 4 fois 4 tiers fois pi fois, et c'est A racine de 2 sur 4 au cube. D'accord? Et donc maintenant, on est parti. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir écrire enfin notre volume de maille. Alors on y va. Alors, donc la compacité, ça va être, donc on a dit 4 fois 4 tiers fois pi fois A au cube, si vous voulez, et on va faire comme ça, racine de 2 sur 4 au cube. Au cube, pardon. Et en bas, c'est le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est pas compliqué, c'est A au cube. Donc là, on va déjà, première chose, des choses qui simplifient. Tac, tac. Il n'y a plus le A. Ça dépend plus de la largeur de la maille. D'accord? La compacité ne dépend pas de la taille de la maille, puisqu'en fait, c'est la taille soit grosse ou petite, le pourcentage de vide à l'intérieur, il est le même. Ça ne change rien. Alors 4 x 4, 16. Donc ici, on va regarder. On va se retrouver donc du coup avec du 4 x 4 sur 3 fois pi fois. Alors ici, c'est racine de 2. Alors on va le faire doucement. Ça fait racine de 2 au carré fois racine de 2. D'accord? Comme ça fait racine de 2 au cube. Et en dessous, ça fait 4 fois 4 fois 4. Comme ça, je fais apparaître des trucs qui peuvent aider. Il y en a qui galèrent un peu. Et là, on se rend compte qu'on a des 4 qui simplifient. Et donc ici, à la fin, racine de 2 ici, ça fait 2. Donc il nous reste au final 2 racine de 2 pi sur 3 fois 4, 12. Et ça, on peut simplifier, ça fait 6. Donc ça fait du racine de 2 sixième de pi. Je ne me suis pas trompé. Et ça, normalement, on doit retrouver un chiffre que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vu, fois pi divisé par 6, et on trouve le 0,74. Je vous rappelle qu'il y en a deux. Le cubique centré, c'est 0,52, et le cubique face centré, c'est le 0,74. Et bon, de toute façon, voilà, c'est les valeurs que vous retrouvez toujours, 0,74. Je vais pas écrire, pardon. Je vais écrire quand même, en rouge. Quand vous faites le calcul, vous trouvez 0,74. C'est-à-dire qu'il y a 74% du cube qui est rempli de, comment ça s'appelle, de matière, d'atomes. Le reste, les 26% qui restent, c'est du vide. Il y aura toujours un peu de vide parce que c'est des boules. Essayez de remplir une boîte avec des boules, vous n'y arriverez jamais. Il y aura toujours du vide. Alors, à partir d'une mesure de la masse volumique du diamant, on déduit que sa compacité est en fait égale à 0,34. Que peut-on conclure quant à l'hypothèse d'une structure cubique à face centrée? Ça va pas. C'est pas possible. Que la compacité elle est égale à 0,34 et 0,34 est différent de 0,74. Donc du coup, ce n'est pas une structure cubique face centrée. Un cubique face centré. Je ne vous demande pas d'aller plus loin. De toute façon, vous n'avez pas à savoir aller plus loin. Ah, pas à savoir. Savoir raisonner, mais pas apprendre tout par cœur tous les structures qui existent. Il existe plein d'autres de structures. Il n'y a pas que le cubique centré, face centré ou cubique simple. Il existe des hexagonales, des orthorhombiques. Il y a plein de sortes de structures possibles, imaginables.
Il y en a, je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine, voire plus. C'est un peu, on peut les connaît pas tous par cœur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? C'est bon? Alors, ce qu'on fait, c'est que je vous renvoie un mail sur Fin un sujet. On attend dans la journée là, un mail pour savoir comment ça va se passer pour la reprise. Moi, je vous donne la parole s'il y en a qui veulent parler. Pour la reprise, donc c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Il y en a qui veulent parler. Je mets un tableau vide. Voilà. Donc il y en a qui ont des questions. Pour la reprise, pour le moment, bah, vous seriez classe, plus de 15 dans la classe, et vous ne bougeriez pas en fait. Ce serait nous, les profs, qui viendront vous voir. Le truc, c'est que bah, on va être nombreux à vouloir tous le même créneau à la même heure avec la même classe. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. On saura peut-être plus cet après-midi, dans l'après-midi ou dans la soirée, je pense. Donc, dès qu'on en sait plus, bah, je vous redis. Et, euh, et puis, si de toute façon, dans tous les cas, ceux qui viendront pas, je rajouterai un sujet, un autre sujet, le sujet 4. Puis on corrigera ça la semaine prochaine. Alors, je sais pas si je pourrais pas. De pause entre les cours, c'est-à-dire. Ah oui, je sais pas. Oui, oui. Les cours en ligne, normalement, non. Ça doit continuer. Ah, c'est bizarre. Bah, peut-être que c'est ça d'appeler alors. Si tu veux reprendre. Euh, pour les pauses, je n'ai aucune idée. Quant à la reprise, on aura toujours des cours en ligne. Donc moi, on fera des cours en ligne. Ah non, alors, je n'ai aucune idée comment ça va être. On vous donnera un emploi du temps. On vous dira tel jour, vous venez à telle heure et dans telle salle et puis c'est tout. Et puis nous, on se relèvera les profs pour vous faire cours. Mais il y aura toujours des cours en ligne. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je ferai quand même tout le temps, toutes les semaines, un sujet. Et puis pareil, on fera le même rythme. Je pense qu'un sujet par semaine, on est largement dedans, sachant qu'on a fini le programme. Il y aura pas de souci. De toute façon, on a fini le programme. Donc là, ça va juste. Voilà. Donc ceux qui viendront pas, on fera la correction. Et ceux qui viendront, bah, ce sera pas la peine de venir parce qu'on vous distribuera un sujet pour le faire ensemble pendant la salle, dans l'heure de cours. Des questions? De toute façon, on vous tient au courant. Je pense que vous serez au courant. Vous allez recevoir un mail ou bah, nous aussi, on attend le mail là avec impatience pour savoir un peu comment ça va se passer. Mais monsieur, sur Pronote, ils ont enlevé l'enseignement scientifique SVT et physique depuis un moment. Ça apparaît même plus dans les emplois du temps Ouais, parce qu'en fait, des normalement, anciens. tu te rappelles, on devait passer à 2 heures. Ah oui, Et comme oui, on oui, devait pour passer à les. 2 heures sur 6 semaines, vous deviez avoir fini plus tôt. Et D'accord. du coup, en l'occurrence, je sais pas ce qu'elle a prévu de faire Madame Georgel, quoi. Moi, je sais que si elle me demande mon avis, bah nous, on a fini le programme, on va pas faire grand-chose de plus de toute façon, et puis vous êtes même plus noté sur ça. Donc, il y a peu d'intérêt à faire d'enseignement scientifique, mais on va voir ce qu'elle dira, quoi, ce qu'elle décide. Les notes, oui, bah oui, c'est pour éviter, je pense que certains collègues en mettent, sachant que le ministre a dit que ça compterait pas. Et vous êtes tranquille pour le bac français aussi. Ok, bon, autre question? De toute façon, je reste à votre disponibilité, hein. N'hésitez pas à me contacter sur mon bureau numérique ou je sais pas quoi si vous avez des questions, etc. Et puis, je remettrai un sujet 4 en ligne peut-être en début de semaine, dès qu'on aura un peu plus d'infos. Ceux qui reprennent, bah, c'est pas la peine de le faire avant, on le fera ensemble. Comme ça, parce que je crois que c'est des séances d'1 heure et demie, il me semble. Donc, on essaie de le faire un peu en mode normal, essayer de réfléchir en temps réel, qu'on a un peu poussé un peu un entraînement, quoi. Ne le faites pas à l'avance, d'accord, ceux qui reprennent. Allez, on va s'arrêter là-dessus du coup.